Bonjour Yves, je m'appelle Georges Landas et Yves, aujourd'hui, nous allons rendre compte des questions qui se sont posées lorsque nous avons promu l'idée d'une indemnité de logement unique pour toutes et tous à Luxembourg. Il y a eu des questions, il y a eu des critiques, le débat continue, nous allons fournir nos réponses, mais quelles sont ces réponses? La première question qui nous est posée, la première interpellation, c'est est-ce que c'est vraiment pour tous et toutes? Alors oui, Georges, c'est pour tous et toutes, parce que le fond du problème, c'est bien évidemment de répondre à la disparité de pouvoir d'achat. Et cette disparité de pouvoir d'achat à statut et à grade égal, elle se pose pour l'ensemble du personnel, qu'on soit agent contractuel en groupe fonction 1 ou AD10. La même disparité de pouvoir d'achat par rapport à des situations équivalentes à Bruxelles va se poser. Et c'est donc bien ça qu'on va revendiquer, parce que si on parle de mesures sociales, ça ne veut pas forcément dire qu'on se limite aux catégories les plus pauvres. Les catégories mieux payées sont aussi victimes d'une disparité par rapport à Bruxelles, et on parle aussi de l'attractivité, évidemment, du site de Luxembourg. Et bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on est un AD10 qu'on doit perdre 1500 euros pour la location du logement par rapport aux collègues de Bruxelles. Donc cela, disons, quelque chose qui nous paraît clair. La seconde question qui nous est posée, c'est sur le coût d'une telle mesure. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce coût? Alors c'est cher, ça dépend de ce qu'on essaye de couvrir. Si on regarde les salaires des agents de la fonction publique européenne, ils sont chers par nature. Mais là, il s'agit quelque part de couvrir une disparité entre Bruxelles et Luxembourg. Donc cher, oui, dans l'absolu, mais c'est le prix qu'il faut mettre pour payer les gens, pour les compenser grâce à cette indemnité à hauteur de ce qu'est le coût de la vie à Luxembourg. En effet, si le coût de cette mesure est questionné, on pourrait dire, mais alors pourquoi on doit avoir des promotions aussi fréquentes au début de carrière, ou pourquoi on peut aller jusqu'à AD14 ou à ST11, puisque c'est cher, on le fait pas. Ici, on respecte une contrainte statutaire légale qui est la garantie de la parité du pouvoir d'achat. Et l'autre question qui nous est posée, c'est qu'en est-il des collègues qui travaillent à Luxembourg et qui n'habitent plus à Luxembourg, peut-être parce que les loyers étaient trop chers, qui habitent à la périphérie dans les pays limitrophes du Luxembourg. Ceux-là, est-ce qu'ils sont concernés par telle mesure ou pas? Alors habiter plus loin de son lieu de travail que nécessaire, c'est évidemment pénalisant, mais ce qu'il y a derrière la mesure, on l'a dit, c'est le différentiel de prix du logement entre Luxembourg et Bruxelles. Donc s'il apparaissait qu'il y a un différentiel important entre Arlon ou Trèves et Bruxelles, on pourrait poser la question, mais à première vue, on parle bien des collègues qui habitent et qui travaillent à Luxembourg. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas d'impact sur les autres, puisque ce qu'on espère, c'est que grâce à cette indemnité, ceux qui le souhaitent pourront plus facilement venir s'installer plus près de leur lieu de travail, donc ils sont concernés aussi par l'indemnité. Et puis on peut aussi, s'il devait apparaître qu'il y a un différentiel de loyer, mais moins élevé entre les villes périphériques et Bruxelles, on pourrait aussi envisager de négocier d'autres mesures comme une intervention majorée dans le prix des transports, par exemple. Oui, évidemment, on pourrait effectivement rendre le transport gratuit pour les collègues qui sont dans les zones limitrophes finalement de Luxembourg. Alors, une autre question qui nous est dite, c'est que tout ça, c'est difficile. Est-ce qu'il faut? Il y a des syndicats qui le disent, notamment au Luxembourg, et puis il y a des syndicats qui ne le disent pas, mais qui le pensent. Euh, et que la solution, c'est l'ouverture du statut. C'est l'ouverture du statut pourrait garantir qu'on établisse une base qui ne soit pas uniquement Bruxelles et Luxembourg, mais que ce soit Bruxelles et Luxembourg auraient un coefficient 110 ou 120, ce qui lui permettrait aux gens qui travaillent à Luxembourg de gagner un peu plus. Alors
Alors, Georges, as-tu déjà vu une ouverture de statut où le personnel sortait gagnant? Non. Évidemment, non. Depuis Alors, 4 décennies, depuis, non. voilà, Et on pas les peut, 2 dernières réformes du on peut le statut. constater. Donc, effectivement, si on ouvrait le statut pour régler ce problème, on pourrait très bien se retrouver à la fin avec une situation où ce ne seraient pas les collègues de Luxembourg qui seraient augmentés, mais les collègues de Bruxelles qui seraient diminués, avec Luxembourg pris comme bassin. On pourrait se trouver avec une remise en cause des indemnités de dépaysement. On pourrait se trouver avec de nouvelles règles pour la pension, que ce soit sur le calcul de la pension sur plusieurs années de carrière en arrière, donc un salaire moindre, sur l'âge de la pension, sur le taux de l'accumulation de la pension. Je pense que les personnes en charge de la réforme du statut nous ont déjà suffisamment démontré leur créativité en la matière. Donc là, je crie casse-cou pour ceux qui poseraient une telle revendication. C'est Effectivement, complètement irréaliste. sans oublier les collègues qui travaillent à Luxembourg, qui n'habitent plus à Luxembourg et donc qui disposent d'une indemnité de dépaysement parce qu'ils sont situés à Luxembourg, et les collègues français qui habitent en France, par exemple, ou les collègues belges qui habitent en Belgique. Pour l'instant, aujourd'hui, avec les règles en vigueur, on peut considérer que c'est le lieu de travail le point de référence, mais on n'est pas du tout sûr que si on ouvre le statut, on ne va pas dire qu'il faut non seulement travailler à Luxembourg pour avoir une indemnité, mais vivre aussi à Luxembourg. Donc on aura peut-être quelques miettes, mais on pourra perdre aussi les 16% de l'indemnité de l'indemnité de dépaysement. Et alors, on nous dit par exemple on nous dit que notre revendication de 1 000 € à 1 500 pour toutes et tous, c'est démesuré, c'est démagogique. Comment on a pu établir cette référence? Alors le document que j'ai sous les yeux ici, Georges, c'est un rapport d'Eurostat, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que qu'il s'agisse d'un appartement 2 chambres, appartement 3 chambres, appartement 1 chambre, d'une maison, maison mitoyenne, maison non mitoyenne, les différences de prix des locations entre Bruxelles et Luxembourg, selon, je le rappelle, les calculs d'Eurostat pour 2023, sont de l'ordre de 1000, 1500, voire près de 2000 euros. Généralement, on est dans la fourchette du double du prix d'un loyer à Luxembourg par rapport à Bruxelles. Donc notre revendication se base tout simplement sur ces chiffres officiels calculés par Eurostat sur la base d'informations recueillies auprès des agences immobilières. Difficile de faire plus précis. Évidemment. Et évidemment, je pense que c'est correct. Et puis là, Yves, c'est le point de départ de la négociation, on fonde les revendications sur des principes et des faits. Ensuite, dans une négociation, n'est-ce pas, on peut très bien envisager de démarrer le processus avec une indemnité de moindre ampleur, avec une clause de revoyure, où on pourrait, au bout de 4 ans, revoir, vérifier les chiffres et amplifier le mouvement. Et donc, nous faisons la différence entre une position de revendication et une position qui est issue de la négociation. On commence pas une négociation avec un moins 10 ans qui en plus ne se justifie pas, parce que là, c'est sûr que c'est la catastrophe. On commence une négociation à partir de l'établissement de faits et nous sommes preneurs d'un dialogue là-dessus. Absolument, d'autant plus que notre position de départ, ce sont les chiffres. C'est la réalité. Ce Oui. n'est pas comme si on négocie avec une position de départ excessive au-delà de la réalité. Les chiffres le montrent, on vient d'en parler. Et alors, l'autre question qui nous est posée, mais qu'est-ce qui nous prend? Quelle mouche nous a piqué? C'est des mouches qui piquent? C'est les mouches qui piquent, les moustiques ou les araignées. Voilà. Les araignées mordent. Mais quelle mouche nous a piqué? Quelle mouche nous a piqué? Pour commencer, tout d'un coup maintenant, pourquoi on a commencé à parler de cette question depuis un mois? Alors, il y a plusieurs raisons. On arrive à la fin du mandat d'une commission, bientôt le début d'une autre. La question du futur budget se discute dès maintenant. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre ça sur la table. Comme on en parlait dans une autre vidéo, les agents de l'Union européenne ont montré leur capacité à prendre en charge des crises multiples, qu'on parle du problème vaccinal, qu'on parle de la situation en Ukraine, la flexibilité est là, le travail est là, et on ne peut pas laisser les collègues à Luxembourg dans une situation moins favorable que celle des collègues à Bruxelles. Donc il faut sauter sur l'occasion
demander dès aujourd'hui le financement de telles mesures, d'autant plus qu'on sait que des discussions ont déjà lieu dans certaines institutions. On en parle déjà parce que tout ça ne vient pas À la Cour des comptes et au Parlement à la européen. Cour des comptes, au Parlement européen et même à la Commission. Il y a eu des choses mises sur la table et donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Puis il y a une vision à plus long terme, évidemment. On est à You4You, on voit toujours à plus long terme. On est une des rares organisations, je pense, à porter une réelle attention à ces questions budgétaires à plus long terme, qui est que la discussion pour un futur cadre financier pluriannuel est déjà quelque chose à quoi il faut s'attaquer aujourd'hui, parce que la question de la qualité de l'offre qu'on peut faire au personnel de l'Union européenne est quelque chose de central, et on ne peut plus continuer sur un moins-10 ans qui rend difficile. C'est une revendication centrale pour nous. Nous demandons effectivement que le personnel soit associé en amont de la décision finale sur le futur budget de l'Union. Mais nous savons, comme tu l'as dit à juste titre, que le Parlement et la Cour des comptes négocient avec la Commission des moyens budgétaires pour 2024, 2025 et 2026. Si les décisions seront prises sans dialogue social, à ce moment, on nous dira, mais écoutez, il n'y a plus de budget, le budget, c'est uniquement pour ce montant. Et donc, c'est bien en amont, disons, de la décision budgétaire que nous devons intervenir pour qu'on établisse la mesure sur des bases correctes et donc, par la suite, sur des budgets corrects. C'est tout à fait ça, Georges. Et j'espère que les collègues qui nous écoutent auront compris les différents éléments qui rentrent en compte dans ce débat. Et merci. Nous sommes à l'écoute d'autres points de vue et que le dialogue continue et se poursuive.